Welcome. Good morning, and good afternoon, and good evening. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés. Plus de 500 personnes se sont inscrites aujourd'hui. Vous trouverez une piste audio en anglais et en français. N'hésitez surtout pas à utiliser le bouton interprétation pour choisir la langue que vous voulez écouter. Je vais faire quelques points d'intendance et puis je donnerai la parole à Emmanuel qui vous présentera la série de webinaires sur le cadre conceptuel pour traiter la malnutrition en Afrique et dans les terres arides en Afrique. Ensuite, nous donnons la parole à Christiane Jost qui présidera la table ronde. Puis nous aurons une trentaine de minutes pour des questions-réponses à la fin. Nous avons prévu 1 heure et demie, nous finirons à l'heure. Si vous ne connaissez pas bien Zoom, permettez-moi de vous aider à vous repérer. En bas de l'écran, vous trouverez les outils dont vous avez besoin. Utilisez la zone de conversation si vous avez des problèmes. Utilisez la zone de questions-réponses pour les questions aux membres de la table ronde ou aux modérateurs. Nous essaierons d'en traiter autant que possible et vous pouvez, je vous le rappelle, poser vos questions en anglais ou en français. Je vous rappelle que la qualité de l'audio peut baisser d'un coup et peut être insuffisante pour l'interprétation. Si c'est le cas, les interprètes vous en feront part et reprendront dès que la qualité sonore le leur permettra. Nous espérons que la fin de nos travaux d'aujourd'hui ne signifiera pas la fin de vos travaux entre vous. Il y a quelques pistes pour vous permettre de continuer à travailler ensemble ultérieurement. Je vais donner donc la parole à Emmanuel qui va nous en dire plus sur ce cadre adapté et cette série de réunions techniques. Merci. Nous sommes donc au troisième séminaire de cette série sur les systèmes dans les zones arides en Afrique. Évidemment, nous allons surtout parler des relations climatiques dans ces zones et parler de la saisonnalité. La relation fait également intervenir un certain nombre d'institutions qui jouent sur les ressources et les conditions de vie des habitants. Les moteurs de la malnutrition font l'objet de notre conversation aujourd'hui parce qu'il y a effectivement une reconnaissance accrue de ce que ce phénomène existe tant en temps d'urgence, en situation d'urgence, que en hors situation d'urgence. En 2018, nous avons trouvé effectivement des cas de malnutrition dans le Sahel et en Afrique. C'est ce que montre cette carte. Très souvent, les cas de malnutrition avaient lieu dans les zones arides, donc dans le Sahel et également jusqu'à la Corne de l'Afrique. Lorsque l'on regarde les causes de la malnutrition, comme on le voit ici, donc le cadre de causalité de la malnutrition a été très utile pour analyser les causes immédiates et sous-jacentes. Alors, parler de processus immédiats et sous-jacents ignore les moteurs plus profonds. Et c'est sans doute une des explications des taux élevés de malnutrition aujourd'hui. Si nous souhaitons utiliser plus efficacement le cadre, eh bien, il nous faut comprendre les éléments moteurs, les éléments de base qui sous-tendent cela. Et c'est pourquoi nous les identifions dans 3 domaines qui interagissent les uns entre les autres. D'abord, environnement et saisonnalité, ensuite système et
Euh, Vous voyez ici que nous travaillons aujourd'hui sur les systèmes de survie, la vulnérabilité, la résilience et les chocs. Et puis, nous travaillerons ultérieurement sur d'autres sujets que vous voyez ici. Et nous travaillerons plus précisément la semaine prochaine sur les étapes à venir, sur la façon dont les principes directeurs, les moteurs de la malnutrition doivent nous aider à former notre réaction. Précisément pour relever le défi de la malnutrition en Afrique. Alors, tout au long de cette série de séminaires techniques, nous allons partager des éléments de recherche récents. Et puis, après ces 4 manifestations, nous réviserons encore une fois le cadre conceptuel pour mieux comprendre la malnutrition dans les zones arides en Afrique, sur la base précisément de nos échanges et de vos contributions, après quoi nous organiserons une table ronde à haut niveau dans laquelle les agences des Nations Unies pourront obtenir un engagement au plus haut niveau pour traiter cette question. Je suis ravi de pouvoir donner la parole à Christine Jost au Bureau de l'aide humanitaire. Christine, vous avez la parole. C'est elle qui présentera la table ronde et la présidente. Thank you, Emanuela. And good morning and good afternoon to all of our participants. Bonjour à tous In Africa's et dry bienvenue. Dans les zones arides en Afrique, les moyens de subsistance se sont adaptés à des environnements très divers. Environnement caractérisé par une grande variation en termes de précipitations, en termes de saisonnalité et de diversité écologique. La résistance au choc résulte de l'interaction entre les moyens de subsistance et l'environnement. Depuis une cinquantaine d'années, les chocs et les externalités ont transformé les systèmes de subsistance traditionnels dans les zones arides en Afrique. Certains changements ont été positifs, d'autres, tels que les conflits, les changements de l'utilisation des terres, les changements climatiques, ont remis en cause l'adaptabilité des moyens de subsistance en zone aride. Pour traiter la malnutrition, il faut commencer à l'échelon local pour comprendre les systèmes de subsistance en place ainsi que les effets que les chocs extérieurs ont pu avoir sur leurs moyens de se poursuivre. Aujourd'hui, nous avons Mariam Dem, directeur programme international chez WaterAid, Tumbi Mwangi, professeur à l'école de santé animale Paul Allen de l'Université de l'État du Washington et directeur du Feed the Future Innovation Lab pour la santé animale. Mokhtar Sankad, coordinateur de projet auprès de l'Action contre la désertification, division forêt de la FAO. Et enfin, Hélène Young, professeur et directeur de recherche à l'école de nutrition et de politique nutritionnelle du Centre international Feinstein de l'Université Tufts. Tous ces collaborateurs et contributeurs connaissent bien les moyens de subsistance, les vulnérabilités et les modes de résistance et d'endurance de ces systèmes. Je vous incite donc à participer activement à nos séances d'aujourd'hui par la modalité de questions-réponses et selon d'autres modalités que nous décrirons ultérieurement. Mariam, vous avez la parole, vous êtes la première. Merci Chris et bonjour à tous. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un nous rejoint d'Australie. Je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui pour participer à cet échange et je voudrais surtout remercier
Ceux qui ont participé à la définition de cette série au à la FAO et à l'université de Tufts, nous sommes ravis chez WaterAid et moi-même personnellement d'être à vos côtés pour cet échange sur les zones arides. Permettez-moi de féliciter la FAO pour et peut-être plus particulièrement les autres agences romaines, notamment le PAM qui a reçu le prix Nobel, un prix bien mérité. Alors, rapidement, quelques commentaires sur la question. En regardant cela du point de vue ou par la lorgnette de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Comme vous le savez peut-être, nous travaillons dans une trentaine de pays dans le nord et du nord et du sud de par le monde, et nous mettons l'accent réellement sur l'assainissement et l'hygiène et l'interface avec le développement. Alors, comme Chris et Emmanuela l'ont déjà dit, le dernier panel a déjà traité de la variation des variations du climat, de la saisonnalité. Et donc, encore une fois, je voulais vraiment mettre l'accent sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les zones arides, le rapport avec les populations en général et également avec les femmes plus particulièrement. Alors, quelle est donc la question? Eh bien, je dirais qu'il y a tout d'abord ces moteurs de la malnutrition qui sont propres à chaque environnement, à chaque économie, à chaque système social ou sanitaire. Donc, il n'y a pas de modèle standard qui propose un programme intégré au assainissement, santé et nutrition. Lorsqu'il y a pression hydrique ou insécurité hydrique du fait du climat ou d'autres choses, eh bien, les conditions peuvent changer dans les zones arides. On trouve par exemple des inégalités et des inégalités dans ceux qui sont en position, entre ceux qui sont en position d'autorité ou de pouvoir, et c'est cela qu'il faut analyser pour mieux remettre en perspective les recommandations de politique publique pour les actions sur l'eau, l'assainissement ou l'hygiène, avec une incidence sur la nutrition pour ceux qui habitent dans ces zones arides. Après tout, ce sont des populations, quand on dit des populations qu'elles résistent et qu'elles sont résilientes, eh bien, ce sont bien ceux qui sont les plus résilients, je le sais, étant moi-même de ces régions-là. Et donc, il faut, à n'en pas douter, apprendre de ce que ces populations font déjà. Ici, les liens conceptuels entre le changement climatique et l'alimentation. Si vous avez eu accès au rapport mondial sur l'alimentation de 2015, vous retrouverez ce schéma. Alors, où est-ce que cet aspect eau, assainissement, hygiène apparaît? Eh bien, précisément dans l'environnement, dans les questions de santé et dans les questions de milieu, enfin d'environnement dans lequel les uns et les autres habitent réellement. Alors, la sécurité hydrique est donc un élément clé pour ces habitations des zones arides. Vous verrez tout à l'heure que l'amélioration de la sécurité en termes d'accès à l'eau, à une eau de qualité, à des services
d'assainissement et d'hygiène permet effectivement de contribuer à améliorer l'égalité, à renforcer l'inclusion, à accéder à un niveau d'enseignement. Donc, on peut évidemment parler des zones arides et des moyens de subsistance de ceux qui y habitent, mais il faut parler de l'alimentation ou de la sous-alimentation de ces populations et surtout de leur accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Notamment en reconnaissant que tout cela forme un tout pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Alors, rapidement, la question de la résilience. L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Et comment cela s'interface avec les moyens de subsistance, la résilience et la reprise verte. On parle bien ici des besoins fondamentaux des hommes et des femmes. Et quand on parle de sécurité hydrique, eh bien, cela interagit avec chacun de ces domaines. Donc, il nous faut avoir un accès fiable à l'eau en quantité et en qualité suffisante pour couvrir les besoins de base de l'être humain, les moyens de subsistance et les services écosystémiques, de même qu'une gestion efficace des risques liés à l'eau. Donc, réellement, en mettant au cœur du système les besoins des individus. Alors, quelles sont les menaces qui pèsent sur la sécurité hydrique? Et pourquoi est-ce important? Et quelles sont les interactions complexes? Alors, je ne veux pas m'étendre sur la question de l'économie politique, mais il suffit d'identifier quelques points de contact entre l'inclusion sociale et sexuelle, l'autonomisation des populations et des individus. Quand on dit communauté en anglais ou population, on oublie trop souvent d'examiner les individus séparément. Donc, on voit bien que les risques et les vulnérabilités changent d'un lieu à l'autre. Mais en pratique, on ne peut pas identifier comme seule menace le changement climatique. Il faut vraiment identifier la palette de menaces et de risques et de vulnérabilités qui pèsent sur les individus et qui remettent en cause leur endurance, leur résilience, puisque c'est cela qu'il faut traiter pour améliorer leur position. Une minute, Mariam. Oui, alors rapidement, je voulais vous poser et évoquer la gestion des eaux, la gestion communautaire des eaux, c'est-à-dire soutenir les populations locales, les groupes de populations locales à identifier le niveau de l'eau, les modes d'utilisation de l'eau et les menaces qui pèsent avant d'introduire ces services. Alors, vous voyez ici comment nous le faisons, c'est ce qui illustre. Ensuite, on évalue la quantité d'eau. Vous voyez des exemples là pour évaluer les quantités utilisées. Et puis, enfin, nous utilisons ces données pour mettre en place les bons accords de gestion de l'eau. Par exemple, pour savoir quand est-ce que les cultures maraîchères des femmes, maraîchères des femmes peut utiliser l'eau et quand est-ce que les chèvres peuvent être abreuvées, par exemple.
Eh bien, là, nous sommes donc en train d'essayer de développer des outils pour aider les uns et les autres à utiliser au mieux, dans les quantités adéquates et correctement, l'eau disponible, mais cela se fait sous l'autorité et la direction des populations elles-mêmes, sachant qu'elles peuvent donc gérer la situation. Et très rapidement, la prochaine diapo. On peut sauter cette diapo parce que ça parle également des aspects communautaires. Alors, juste pour expliquer comment on peut relier cela avec la malnutrition, nous avons un exemple spécifique au Mali, où nous avons travaillé dans le domaine de la santé pour l'accès à l'hygiène et à la santé, et pour que les populations soient impliquées du début jusqu'à la fin dans le partage de l'information, construire, contribuer aux connaissances sur ce qu'est l'hygiène, la nutrition, et ce pour toutes les parties prenantes, et travailler sur les synergies entre ces différents sujets. Et on peut partager cette expérience avec vous. Et simplement pour terminer avec ma dernière diapo sur ce qui doit changer, vu que je n'ai plus le temps. Si on regarde comment renforcer la résilience des personnes qui vivent dans ces zones arides pour lutter contre la malnutrition aiguë, il est vraiment important de relier la réponse d'urgence à court terme à la nutrition. Parce qu'on voit quand il y a une urgence, et on sait que les zones arides sont particulièrement vulnérables face aux chocs, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine. Donc, il faut permettre de construire une résilience systémique. Il faut lier le court terme au long terme. Et deuxièmement, les populations de ces zones, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, doivent être placés au centre, au cœur de la planification. Bon, souvent, on le dit, c'est simplement une déclaration d'intention, mais ce que j'essaye de dire, c'est que tout doit partir d'eux, grâce à eux. Il faut identifier quels sont les défis. Il ne faut pas les voir uniquement comme des bénéficiaires des politiques et des pratiques que nous voulons transformer. Il faut les voir comme des acteurs, et pas seulement d'un sujet spécifique, mais sur l'ensemble du processus. Troisièmement, il faut travailler ensemble pour construire une approche pluripartenaire et multisectorielle. Je sais qu'il y a de très bons exemples et nous sommes conscients que nous devons continuer à améliorer nos méthodes. Et puis, quatrièmement, et pour finir, il faut analyser, prendre en compte le contexte et prendre en compte les inégalités hommes-femmes dans les politiques, les pratiques et les comportements en faisant participer les personnes. Je vais m'arrêter là et je serai heureuse de répondre à vos questions sur ce sujet. Merci. Thank you very much, Mariam. And now let's hear from Tumbi. Merci, Marianne. Maintenant, c'est au tour de Sumbi. Bonjour. Je vais vous parler de l'étude Livestock for Health. Il s'agit d'une collaboration entre les institutions dont vous voyez les logos sur cette diapo. L'objectif est de voir si l'intervention qui vise à fournir de l'alimentation animale durant des périodes de crise permet de lutter contre les risques de malnutrition.
of Kenya representing the availability of forage. La connexion de l'intervenant est mauvaise, le son est très mauvais, l'interprète s'excuse. From this that periods of severe and extreme forage deficit, which are presented by the intense red color, increasing. You can see them; there are a lot more happening towards the years, the last couple of years, and happening even for longer period of time. Now, the important thing to note is that these periods coincide with the periods when you have acute malnutrition problems within these communities. And the areas that in these maps of Kenya here that have this deficit of Les zones qui présentent un déficit en nourriture sont les zones d'élevage. Ici, les communautés d'éleveurs ont adapté leur mode de vie pour faire face à ces variations climatiques, en particulier les migrations du bétail lorsque les conditions sont mauvaises. Lorsque l'interprète s'excuse de nouveau, mais le son est vraiment extrêmement mauvais. So Thumbi, your audio is breaking up. Sumbi, votre connexion audio est vraiment très très mauvaise. Ce que je vais vous proposer, c'est de passer directement à Mokhtar et on reviendra vers vous dès qu'on aura réglé vos problèmes d'audio. Mokhtar, est-ce que l'on peut continuer? Yeah, yes, please. Thank you very much. Oui, tout à fait. If you can put up the slide. Si vous pouviez afficher mes diapos. Hello, colleague. Hello, everybody. Bonjour à tous, bonjour chers collègues. Je voudrais vous présenter ce que nous faisons à la FAO en ce qui concerne la contribution des forêts à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Alors, le contexte. Dans les zones arides, nous avons énormément de documentation à ce sujet. Si vous revoyez l'action contre la diversification, si vous allez sur la page web, vous verrez toutes nos activités dans ces zones. Il s'agit d'un élément très important en termes de production mondiale, de récolte. Vous l'avez vu sur la carte, donc au sud du Sahara. Vous avez le programme sur lequel nous travaillons. Et en termes de contexte, pour cette partie du continent, nous avons des précipitations pendant 3 mois dans cette zone aride et semi-aride, donc entre 100 mm à maximum 600 mm sur une période de 3 mois. Les agriculteurs peuvent produire et obtenir tout ce qu'ils peuvent de la terre à ce moment-là. Donc, ce que l'on fait dans ce programme, c'est que l'on construit le lien entre la subsistance, la saisonnalité et ce qui peut être produit durant cette période, et également ce que l'on peut faire pendant les 11 mois de saison sèche. Donc voilà pour le contexte. Si vous regardez la contribution des forêts, vous aviez les chasseurs-cueilleurs qui utilisaient la forêt avant la domestication des espèces et avant l'agriculture.
Mais c'est encore valable aujourd'hui puisque les espèces sauvages de la forêt contribuent toujours à la diversité alimentaire, à la qualité de l'alimentation et la régularité de l'approvisionnement. Et c'est très important pour les communautés qui y vivent. Now, this is just some of the statistics Voici quelques-unes des statistiques sur lesquelles nous travaillons. the high exposure to the forest cause children to have Pour montrer que lorsqu'un enfant est exposé à la forêt, son régime alimentaire est 25% plus diversifié que pour les autres enfants. Et cela montre la contribution de la forêt pour la qualité de la nutrition et du régime alimentaire de la population. now, as I was introducing, what is our approach? Alors, quelle est notre approche? That, all what existed in the forest, Tout ce qui existe resilience of the community are really, really important. That's how they manage to survive. dans la forêt permet à la population de survivre depuis des millénaires. Il y a une relation de symbiose entre les paysages, les moyens de subsistance et la nutrition, et c'est très important. Ce que nous faisons en termes de ressources forestières ne dure pas éternellement. Nous avons 400 000 espèces de plantes vasculaires qui ont été étudiées et moins de 200 sont actuellement utilisées. Et si vous regardez d'un point de vue agricole, on est à une douzaine d'espèces. Et ces espèces en zone aride sont cultivées en tant que céréales ou légumineuses, essentiellement. Ce que nous faisons, c'est que nous regardons, nous étudions ce contexte et nous essayons de voir comment nous pouvons réduire ou atténuer la dégradation de ces ressources dans ces zones arides. Tout d'abord, nous identifions ce qu'il faut faire sur le terrain. Quand est-ce qu'il faut obtenir ces espèces, comment travailler avec les communautés et améliorer leur mode de vie. L'élevage et l'agriculture sont extrêmement importants dans ces zones. Il faut voir comment nous pouvons intervenir et aider à réduire la dégradation de ces ressources naturelles. Les images que vous voyez sont liées au type d'activité. Si vous regardez dans la zone semi-aride du bord du Sahara, les plantes disparaissent année après année. Que faisons-nous? On intervient auprès des communautés. Ici, vous voyez 200 hectares où on ne peut même pas avoir une régénération naturelle. Alors, on a utilisé des machines pour travailler le sol, pour la récolte et l'approvisionnement en eau, parce que les récoltes sont très liées à l'approvisionnement en eau. Nous préparons la terre pour qu'elle puisse recueillir l'eau. Et ensuite, vous voyez dans la deuxième photo que les plantes ont pu pousser. Alors, que faut-il planter? La prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous allez voir la communauté pour discuter, pour en parler avec eux, pour savoir quelles sont les plantes qui sont utiles donc, pour l'alimentation des personnes et également comme moyen de subsistance, en particulier au niveau communautaire. Je voulais parler de certaines espèces essentielles qui contribuent à la nutrition des nomades ou des personnes qui vivent dans cette zone. On a la date du désert et vous avez énormément d'informations sur l'utilisation de cette espèce.
Voici les espèces qui sont très recherchées par les communautés qui existent à l'état sauvage, mais qui sont en voie d'épuisement et qui ont besoin d'être cultivées. Vous voyez à gauche l'huile qui est extraite de ce fruit. Le fruit lui-même peut être consommé. Vous voyez la composition et ce fruit fournit de l'huile qui est très saine. Alors, ce que l'on fait, c'est que l'on commence à planter ces espèces. Nous formons les communautés à l'utilisation de l'huile. C'est pour faire du savon. Donc, c'est un aspect vraiment essentiel actuellement avec le Covid. Nous formons sur la plantation et sur l'utilisation des produits issus de l'espèce et nous les aidons pour leur propre utilisation et également pour une activité génératrice de revenus au sein du village. Vous avez quasiment épuisé votre temps de parole. D'accord. Donc, ici, nous avions le Bossia senegalensis. C'est un fruit qui continue à être produit en saison sèche. Donc, cela permet de combler faire la soudure avant la saison des pluies. Et diapo suivante. Sclerocarabia, certains d'entre vous le connaissent. C'est également très utilisé avec une teneur en gras élevée et utilisé pour améliorer la nutrition des communautés. Bon, je vais très très vite. Je vous donne juste quelques exemples. Voici un des meilleurs exemples de succès sur ce que nous faisons avec les communautés. C'est l'espèce 2 en 1. Vous avez à la fois alimentation et alimentation animale. Il s'agit de 3 espèces annuelles, Panicum, Digitaria et Senna. Nous les plantons au même moment pour améliorer la productivité de la terre, la couverture végétale. Les grains sont utilisés pour l'alimentation, également pour l'alimentation animale. Et puis, dernière diapo, je n'ai plus beaucoup de temps. Voici quelques-unes des solutions que nous explorons pour l'avenir. Comment soutenir la prise de décision. Nous récoltons des données que nous mettons sur le site Internet. Et je vais passer à mon dernier point, sur la sensibilisation des consommateurs. Dans toutes les régions du monde, on se rend compte que les gens ont tendance à négliger ou à mépriser ce qui vient du village ou des communautés. Et aujourd'hui, pour maintenir la production alimentaire, la diversité, il faut réduire cette connotation négative qui est parfois attachée à ce type de produit. Merci de votre attention. Merci, Mokhtar. Nous allons retourner vers Sumbi en espérant que nous avons réussi à régler les problèmes audio. Sumbi, je vais vous demander de ne pas utiliser votre vidéo et de commencer avec par votre troisième diapo, s'il vous plaît. Right. So I was mentioning that the practice among these pastoralist communities Oui, je parlais des éleveurs qui laissaient quelques-uns des animaux producteurs de lait derrière eux lorsqu'ils migraient. Cela permettait aux enfants et aux femmes qui restaient sur place de consommer du lait. Pour faire face à cette sécheresse, il y a des réponses d'urgence pour intervenir auprès des enfants, par exemple, et notre étude vise à voir comment les mesures qui peuvent être prises au cours de ces périodes de sécheresse. L'interprète s'excuse, mais la connexion, le son de l'intervenant est très mauvais. And we have an arm that receives livestock feed, another that receives livestock feed and nutritional counseling, and another arm that is a comparator arm, which we call a control arm. All the arms, including the control arm. Alors, tous les éléments de cette étude de contrôle, y compris la branche de contrôle,
sont suivis. En tout, on suit 1800 foyers, c'est-à-dire au moins un enfant de moins de 3 ans et une mère. On collecte tous les indicateurs qui correspondent donc à la situation. Et ce que nous faisons donc pour accorder de l'alimentation animale, c'est que nous donnons 90 jours d'alimentation pour ces 2 unités ou ces 2 têtes de bétail tropicales. Ensuite, avant de déployer l'étude, nous faisons une étude épidémiologique communautaire pour essayer d'identifier les facteurs liés à la malnutrition et la sous-alimentation chez les mères et les enfants. Alors, nous avons un rapport sur la saisonnalité du phénomène. Et l'on comprend bien que les produits d'origine animale sont les sources d'alimentation principales. Et que donc, malheureusement, la liaison avec le Kenya est très mauvaise. Nous avons ensuite identifié les principes qui sous-tendent la sous-alimentation chez les enfants. Il y a des questions socio-économiques, la pauvreté, les familles qui sont divisées. L'effet de tous ces éléments se revoit au niveau intermédiaire, donc un faible accès à l'alimentation. Ensuite, chez les femmes, les principes et les moteurs sont les mêmes, plus un accès limité à différentes capacités et sources d'alimentation. Malheureusement, les interprètes s'excusent, mais ne peuvent pas suivre vu la très mauvaise qualité de la liaison avec Toumbi. Alors, revenons-en à l'étude longitudinale. Nous avons des données sur la transhumance. En vert, on voit la proportion des foyers qui migrent. Et vous voyez qu'à un moment, on a eu presque 30% des troupeaux qui étaient hors du foyer. Ici, donc, des données sur la production de lait. Vous voyez que la production de lait chute furieusement sur le dernier trimestre. Il y a parfois, vous voyez, des pointes, des pics de production de lait lorsque certaines têtes de bétail reviennent brièvement au village. I show some data as well in different milk consumption and also malnutrition among women and children. Ici, quelques éléments sur le suivi de la consommation de lait à gauche chez les enfants et à droite chez les femmes. Vous voyez que c'est plus stable, plus cohérent chez les enfants que chez les mères, ce qui montre bien qu'on a tendance à donner du lait aux enfants plutôt lorsqu'il y en a, plutôt que de le garder pour plutôt qu'aux femmes. Ici, donc, le suivi de la sous-alimentation modérée ou aiguë chez les enfants. À droite, vous avez la proportion des femmes qui sont sur lesquelles pèse un risque de sous-alimentation.
Dernier cliché, nous, nous voyons bien que les moyens de subsistance des pastoralistes et des populations pastorales est donc directement lié aux troupeaux. Et les interventions doivent prendre cela en compte, par exemple, en ce qui concerne le lieu où se trouvent les bêtes pendant la migration, pendant la transhumance. À la fin de l'étude, nous serons donc en mesure de voir si un don en alimentation pour animaux est la méthode la plus efficace. Merci Toumbi et merci d'avoir presque réussi à entendre votre exposé. Dernier contributeur à cette table ronde, Hélène, vous avez la parole. Merci. Alors moi, je vais vous parler des systèmes de subsistance dans les zones arides et de la malnutrition. Revenons au cadre. D'abord, vous voyez à droite un extrait du cadre initial identifié. Et le commentaire parlait des systèmes et de l'interprétation des systèmes. Alors, c'est pour cela que l'on a constaté effectivement un passage, un changement paradigmatique aux moyens de subsistance durables. Mais on a, à partir des années 90, vu des interventions en termes d'aide mettant l'accent sur des actions aujourd'hui fort connues. Alors, je redirais que le cadre initial évoquait le rôle des institutions formelles et informelles. Mais dès 1992, la deuxième édition, donc la mention des institutions a été retirée et jamais rajoutée depuis. Et pourtant, le séminaire de la semaine dernière nous a montré combien les systèmes et les institutions étaient essentiels pour assurer la survie des populations. Alors, comment travailler donc sur ces systèmes de subsistance adaptés aux zones arides en Afrique? Eh bien, il y a évidemment une longue histoire d'adaptation depuis fort longtemps, comme d'autres ne l'ont déjà dit. Je crois qu'on peut beaucoup en apprendre des populations pastorales et des populations qui connaissent bien la variation de climat et qui donc adaptent leur production. Donc, ils produisent en fonction de la variabilité. Les intrants sont très peu nombreux et les effets sur l'environnement sont tout aussi limités. Alors, cette adaptation réussie à long terme montre bien combien des systèmes de subsistance adaptés sont précisément endurants et durables et pérennes. Alors passons aux vulnérabilités. Non, sur le cliché précédent, si vous le voulez bien. Merci. Ce que j'appelle donc la précarité et la sous-alimentation aiguë persistante. Alors, on sait très bien que les conflits, les retournements économiques, des institutions trop faibles, tous ces éléments ont donc remis en cause les systèmes de subsistance. Regardez par exemple la privatisation des terres des communs, la privatisation des pratiques extractives. On a également entendu parler des inégalités renforcées en temps de crise. Par exemple, on voit qu'il y a des méthodes de survie en temps de crise qui augmentent les risques et les vulnérabilités
la vulnérabilité des femmes. Et puis l'insécurité et les conflits à différents niveaux peuvent être très négatifs, des conflits locaux ou des conflits internationaux au niveau de l'État. Sans compter évidemment le Covid-19. Nous savons parfaitement que les pauvres ne peuvent pas limiter leurs interactions sociales et doivent absolument travailler pour se nourrir. Alors, si l'on veut voir comment les moyens de subsistance et les systèmes correspondants interagissent avec l'alimentation, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Alors, depuis une vingtaine d'années, nous en avons déjà appris beaucoup sur du fait des analyses qui ont été menées. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que il faut aller au-delà de ce que les uns et les autres font comme travail, comment ils assurent leur subsistance. Il faut voir ce que sont les ressources. Dans le domaine de l'agriculture, ça veut dire accéder aux terres, la transhumance, l'accès aux produits forestiers ou à l'eau, des compétences et toutes sortes d'autres choses. Lorsque l'on demande aux producteurs et que l'on pose ces questions, ils nous parlent pas seulement de la ressource, mais du rapport à la ressource et de la gestion du rapport. Par exemple, avec des systèmes fonciers plus justes, des passages de transhumance pour les enfants, pour les animaux, l'accès à l'eau en saison sèche, etc., etc. En cas de conflit, on voit également qu'on met très souvent l'accent sur la sécurité et la protection comme étant la clé de la subsistance. Tout cela relève des institutions formelles et informelles. Et donc, si l'on veut voir comment cela fonctionne, comment cela a une incidence sur la nutrition, eh bien, il faut bien parler des institutions. En résumé, je dirais que ce que les uns et les autres font dépend finalement de leur accès aux ressources gérées par les institutions et les États. Et donc, traiter ces moteurs de la malnutrition, de la sous-alimentation, exige donc une intervention de l'État et des institutions. La question n'est pas tant donc de savoir ce qu'il faut faire, mais plutôt de parler de la façon dont les choses se font, mettre l'accent sur les moyens de subsistance pour lancer l'action. Enfin, je voulais partager quelques réflexions sur cela, sur le sujet. Je crois que c'est très pertinent. Est-ce qu'on veut bien passer le cliché suivant? Voilà, celui-là. Tout d'abord, il faut mettre l'accent sur les apprentissages locaux, c'est-à-dire travailler avec les parties prenantes et les acteurs locaux et les institutions. Je crois qu'il faut redire combien l'autonomisation, le renforcement des capacités est essentiel. C'est ce que nous montrent les dernières études. Combien il est essentiel aussi d'identifier les lacunes en termes de recherche pour en apprendre plus encore, plutôt que de faire ce qui est à la mode. Enfin, au titre des apprentissages locaux, il faut parler de quelque chose qu'on a entendu évoquer la semaine dernière. Moi, je dis qu'on pourrait, comme on dit en anglais, saisir les orties, ou plus exactement prendre le taureau par les cornes. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Il faut reconnaître évidemment les vulnérabilités, mais également identifier la force, la puissance. Examiner les deux aspects qui sont certes difficiles. Ensuite, on parle souvent de méthodes combinées ou de méthodes mixtes. Il faut effectivement utiliser les meilleurs outils pour atteindre l'objectif et ajuster les outils à la mission et pas l'inverse. Donc, il faut examiner les approches qualitatives et quantitatives, des approches plus participatives et innovantes. On en a beaucoup entendu parler dans les séminaires précédents. Sans compter évidemment la perspective historique et une prise en compte des tendances à long terme et de la saisonnalité qu'il faudra mieux intégrer dans nos méthodes. Ensuite, des contrôles ou des tests aléatoires. Évidemment, c'est essentiel.
mais je dirais qu'ils ne sont utiles qu'à la toute fin du processus d'apprentissage pour valider ce qui a été identifié. Enfin, il faut mener des études et surtout transposer les résultats de ces études. Mais pour ce faire, il faut avoir une approche participative, des consultations dès le début, autonomiser et permettre le renforcement des capacités de tous les acteurs. Et enfin, il nous faut, me semble-t-il, nous engager tous ensemble pour cette cause. Mais pour ce faire, il faut bien avoir la même compréhension, une compréhension partagée des choses sur la base d'un cadre conceptuel adapté à la situation locale. Voilà. Merci. Alors voilà, nous en arrivons à la fin des sujets qui avaient été préparés. Mariam nous a parlé d'une approche complexe de ces facteurs dans les zones arides en Afrique. Il faut évidemment mettre l'accent sur les populations et reconnaître l'importance de leur contribution. Il nous faut prendre en compte ces perspectives et les intégrer avec les données sur la question de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et combiner cela avec l'alimentation. Souvenons-nous également que ceux qui ont le moins d'influence dans le processus décisionnel sont ceux qui sont les plus soumis à ces risques et subissent les externalités. Toumbi nous a ramené que les cycles de sécheresse sont de plus en plus courts et que les sécheresses sont de plus en plus marquées dans la Corne de l'Afrique. Il nous a parlé de l'importance de l'intégration du bétail dans l'approche, dans les interventions nutritionnelles et alimentaires, et nous a redit l'importance des aliments d'origine animale pour ces populations pastoralistes, et que l'accès à ces aliments est limité selon la saison. Par exemple, l'accès au lait. Les interventions en termes d'alimentation doivent donc prendre ces éléments en compte et intégrer l'aspect lait, par exemple. Mokhtar nous a parlé de l'interface entre ces petites populations et les productions et les récoltes locales, les récoltes locales et les récoltes dans la forêt également. La diversification de la production est donc essentielle. Moins de 200 espèces contribuent à la production alimentaire mondiale, ce qui semble indiquer une moindre diversification des productions et des régimes. Il nous faut prendre en compte les éléments environnementaux, sociaux et économiques pour assurer des moyens de subsistance pérennes dans les zones arides en Afrique. Et enfin, Hélène nous a parlé de la production, des institutions et de comment cela a été intégré dans le cadre de causalité remontant aux années 90. L'adaptation des populations est essentielle pour s'adapter au milieu dans lesquels ils habitent. Cela s'est fait sur des centaines d'années et cela explique leur résistance et leur endurance. Les chocs externes, les externalités remettent tout cela en cause. Et c'est pourquoi, pour traiter la question de l'alimentation et de la sous-alimentation dans les zones arides, il faudra en revenir aux principes fondamentaux et envisager de créer des institutions locales qui soutiennent cette approche. Voilà. Alors, je vais donc donner la parole aux participants, aux spectateurs, et Greg nous en dira plus. Thanks, Christine. Before we go to the Q&A, I would like Merci, Christine. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais simplement mentionner des manières pour
pour que vous puissiez participer. Nous avons un site internet dédié à ces ateliers techniques et vous y trouverez des vidéos sur nos conférences ou nos ateliers et vous pouvez vous enregistrer ou vous pouvez voir des vidéos des événements passés. Vous pouvez également voir des informations sur avoir accès aux ressources. Vous pouvez vous inscrire sur la mailing list. Vous pouvez envoyer des questions pour les intervenants, que ce soit pour les ateliers passés ou les ateliers à venir. Donc, si vous avez une question pour un atelier passé, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Vous pouvez également nous faire part de votre retour d'expérience. Et puis, vous pouvez nous donner votre avis sur ces événements. N'hésitez pas à participer via cette plateforme. Passons donc aux questions. Vous pouvez ajouter des questions en français ou en anglais et nous y répondrons au maximum. Je ne peux pas promettre de répondre à tout le monde étant donné le nombre de participants. Je vais commencer par une question d'un atelier précédent. Il y a un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas répondu car elles concernaient plutôt le sujet d'aujourd'hui. Donc, la question de Myriam. Le problème d'accès à l'eau contribue à la malnutrition. Est-ce que nous avons des méthodes durables pour nous assurer qu'il y a un accès adéquat à l'eau dans ces zones? Parce que la fourniture d'eau par camion et autres méthodes n'est pas durable. Merci pour cette question. C'est une question très pertinente. J'ai parlé des différentes approches que nous avons utilisées à WaterAid, basées sur la gestion communautaire des ressources hydriques. Il y a énormément de méthodes et de technologies, que ce soit la récolte des eaux de pluie au barrage, des technologies que nous pouvons utiliser pour résoudre ce problème d'accès à l'eau. Pour faire le lien avec ce qu'Hélène a dit sur le fait qu'en tant qu'acteurs, nous devons nous informer des différentes méthodes et technologies qui sont utilisées par les communautés. Il faut renforcer ces aspects, mais il y a énormément de méthodes. Et je parle des techniques communautaires, comme par exemple la récolte des eaux de pluie ou autres méthodes communautaires qui fonctionnent. Merci. Merci, Mariam. J'ai une autre question. Qui s'adresse à Helen ou à Chris. D'un point de vue de programme et de politique, comment est-ce que l'on se concentre sur les causes principales pour déclencher le changement? Yes, this is Hélène ou Helen. Chris? Oui, ici Hélène. C'est une question que je me pose et je voudrais partager une expérience récente avec vous. Récemment, nous avons travaillé avec un grand groupe de personnes au Kenya pour identifier les causes de base des personnes du comté Azal et nous leur avons demandé de manière explicite d'identifier les causes et nous donner des détails. Et ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'ils ont vraiment clairement exprimé les sujets que nous connaissons bien et ils ont fait le lien avec la malnutrition. Donc, de mon point de vue, il faut y regarder de plus près. La plupart de nos analyses se concentrent sur les causes sous-jacentes et ne font pas suffisamment attention aux causes de base. I think Helen's absolutely right. Chris? I would add that Oui. there is during emergencies, Effectivement, durant les urgences, on se concentre sur les interventions d'urgence et de nutrition. C'est normal. Mais
Il faut également se préoccuper de ces questions durant les périodes de rétablissement et durant les périodes entre les urgences où on devrait passer de systèmes humanitaires à une approche de développement. Il faut donc travailler pour passer à des approches plus institutionnelles. Merci, Chris. J'ai une question qui s'adresse à Mokhtar, je crois. Mokhtar, comment est-ce que l'on passe d'une production d'aliments issus des forêts, comment on les fait passer d'aliments de niche à des aliments qui sont très répandus? Et comment est-ce que l'on éduque les populations quant aux effets bénéfiques de ce type de produit? Effectivement, c'est une question importante. Encore une fois, nous devons nous concentrer sur l'éducation et sur les recherches pour comprendre ce qui existe à l'état sauvage et les aliments issus de la forêt. Parce que, comme je l'ai dit, il faut supprimer la connotation négative de ces aliments. Nous mangeons des pommes de terre, nous sommes habitués, alors qu'on a le même type d'espèce à l'état sauvage qui n'est pas connu. On essaye de montrer la variété et la diversité de ce type d'aliments, expliquer comment on peut le faire arriver dans l'assiette au même titre que les aliments auxquels les gens sont habitués. Il faut des changements institutionnels et on s'y attaque petit à petit. Mais il y a beaucoup de travail qui est nécessaire avec les agriculteurs, avec les communautés, pour qu'ils croient eux-mêmes que c'est un bon produit, que c'est un produit qui est bon pour eux et pour tout le monde. Les discussions sont en cours. Qu'il y a un écart entre ce qui est domestiqué, ce qui est cultivé en termes d'agriculture et qui doit être complété avec les espèces sauvages qui proviennent de la forêt, qui ont... J'ai parlé des huiles alimentaires, c'est comme l'huile d'argan au Maroc, qui est très utilisée maintenant sur les marchés. Le beurre de karité également, il y a énormément d'espèces qui deviennent de plus en plus répandues. Mais il faut il faut un investissement de toutes les institutions et de la recherche sur ce sujet. Merci Mokhtar. Toumbi, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-il important d'intégrer les partenaires de recherche locaux, gouvernementaux, ONG et la communauté pour regarder les pics de malnutrition au sein des communautés d'éleveurs? Oui, c'est une bonne question. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un seul secteur qui a le monopole de la connaissance. On peut apprendre beaucoup en échangeant avec les communautés. Les gouvernements doivent prendre leurs propres décisions pour savoir comment ils répondent aux besoins de la population. Et il me paraît essentiel, lorsque l'on essaye de traiter ce type de problème, de faire travailler ensemble de nombreux secteurs. Par exemple, dans notre cas, nous avons eu des réponses au nord du Kenya pendant des périodes de sécheresse et nous n'avons pas de données pour montrer si c'est efficace ou pas pour lutter contre la malnutrition. Dans certains programmes, il y a un partenaire de recherche, il y a des autorités des agences, des partenaires au niveau national et international qui permettent d'avoir ce type de données. Donc, c'est important d'avoir une réponse holistique qui soit acceptable pour la communauté. Il ne faut pas qu'il y ait une réponse uniquement d'un département. Il faut que de nombreux secteurs soient impliqués. Merci, Toumbi.
Une question pour vous, Hélène, je pense. Le RCT, ces essais aléatoires au Kenya sont vraiment très parlants. Durant ces essais aléatoires, comment est-ce que vous contrôlez tous ces facteurs qui influencent les résultats en termes de nutrition, outre que ceux qui intéressent le chercheur? Merci, Greg. Effectivement, je pense que une partie de la réponse provient de la présentation, en particulier l'utilisation de la recherche et de l'épidémiologie participative pour essayer de trouver quels sont les différents facteurs ou cofacteurs et les intégrer à l'essai aléatoire pour que l'on puisse les prendre en compte directement. Je ne suis pas une statisticienne, mais je pense qu'il faut un partenariat entre la recherche quantitative et les statisticiens pour que cela marche. Et c'est effectivement très important. Merci, Hélène. J'ai une question qui s'adresse à plusieurs d'entre vous. Donc, répondez si vous le souhaitez. Dans les zones sèches, arides, en particulier les pays du Sahel, tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont confrontés à des défis non seulement en accès à l'eau en qualité et en quantité pour les besoins humains, mais ils sont confrontés également à l'insécurité due à un terrorisme, ce qui conduit à des déplacements massifs de population. Est-ce que vous pouvez partager une expérience sur la lutte contre la malnutrition pour les personnes déplacées? Donc, je m'adresse à Hélène ou à Myriam. Qui souhaite répondre? If I may, Chris, because Si je peux me permettre. Nous, dans le cadre de la Grande Muraille Verte, nous travaillons dans ces zones, en particulier la zone transfrontalière entre ces pays, Burkina, Mali, Niger. Ce qui se passe actuellement, comme je l'ai montré dans l'image, toutes ces terres que nous essayons de restaurer sont utilisées par les personnes déplacées. Et ils cultivent dans ces zones qui ont été préparées par les machines. Cela n'avait pas été prévu, mais c'est ce qui se passe parce qu'ils se déplacent au sud, dans les zones plus sûres. Et nous avons travaillé dans ces zones alors à une époque où il y avait moins d'insécurité et ils utilisent ces zones pour la production de récoltes en saison des pluies. Voilà pour répondre rapidement, mais nous essayons de trouver une solution à long terme pour ces personnes. Souvent, ce n'est pas l'intégralité du village, mais des personnes restent dans leur village malgré l'insécurité et elles ont besoin d'être soutenues. Voilà ce que je peux dire. Mokhtar, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? Oui, moi, Greg. Je voulais simplement dire que ces personnes sont des personnes déplacées, elles sont dans une région qui est frappée par un conflit et cela a un impact très fort en termes de moyens de subsistance et de vie quotidienne. Alors, la première question pour moi serait de voir quelles sont leurs stratégies pour faire face, quels sont les risques et les menaces auxquelles elles sont confrontées. Et je pense que dans ce contexte, on parle d'une population qui a des besoins humanitaires. Donc, c'est très différent des études que l'on fait en contexte plus stable. Il faut avoir cela à l'esprit. Merci, Hélène. Quelqu'un d'autre? Oui. Je voudrais rajouter par rapport à ce que viennent de dire Hélène et Mokhtar. Tout d'abord, pour les solutions à long terme, cela viendra du traitement des causes sous-jacentes du conflit qui font que les personnes quittent leur terre et deviennent des personnes déplacées. Pour les personnes déplacées au sein d'un pays, il faut une réponse humanitaire. Il faut également une implication des autres acteurs du développement dans la zone
où ces personnes se trouvent pour s'assurer qu'elles ont accès à l'eau, accès à une hygiène adéquate et des programmes d'hygiène également. Et c'est ce que nous faisons à WaterAid parce que souvent, on a l'impression qu'il y a une séparation entre les acteurs de l'humanitaire et les acteurs du développement. Il faut que cela se transforme, change. Il faut une réponse humanitaire, mais il faut que les acteurs du développement y participent. Et ce n'est pas facile. Parce que nous travaillons souvent sur des projets et il faut changer d'état d'esprit. La question qui a été soulevée par Hélène au sujet des institutions et des systèmes est vraiment très pertinente. Que font les institutions locales pour s'assurer que les besoins des personnes déplacées sont pris en compte? Merci. Merci. Merci d'avoir tous répondu. J'ai une autre question qui s'adresse également à tous, je crois. De ces 4 présentations, il ressort que l'intégration intersectorielle est essentielle pour lutter contre la malnutrition. Comment est-ce que l'intégration peut se produire dans ces contextes arides où les projets financés par le gouvernement fonctionnent souvent de manière autonome et isolée les uns des autres, hein? Je pense que vous pouvez tous réagir à cette question. Oui, c'est Hélène au sujet de cette intégration. Eh bien, je pense que cela correspond à ce que vient de dire Mokhtar. Il n'y a pas un secteur qui a le monopole de la connaissance. Il faut montrer, il faut illustrer ce que pourrait être une approche pluridisciplinaire. Il faut que nous sortions de nos propres disciplines, il faut que nous échangions avec d'autres et montrer quelle est la valeur ajoutée de cette approche multisectorielle et pluridisciplinaire. Merci. Oui, je pense que c'est vraiment essentiel, cette intégration. Si nous voulons réussir et répondre aux objectifs de l'agenda 2030 et répondre aux besoins des personnes. Mais c'est un énorme défi, effectivement. Et je pense que pour y répondre, il faut se rendre compte que ce n'est pas un seul aspect. Une femme me disait il y a longtemps, vous, les acteurs du développement, lorsque vous venez nous voir, vous dites, moi je fais du microfinancement, moi je fais de la santé, mais nous sommes une personne, une famille, nous avons besoin de tous ces aspects. Je pense qu'il faut être conscient que l'on parle des vies des personnes et les personnes ont besoin de tous ces secteurs pour répondre à leurs besoins. Et puis deuxièmement, il faut mieux comprendre, il faut nous mettre à la place des collègues dans les autres secteurs et avoir la volonté et l'humilité d'apprendre et d'utiliser les forces des autres secteurs. Et puis également sortir de cet esprit projet. Et c'est là où la gouvernance a une importance et le leadership. C'est là où les acteurs, les communautés, les citoyens ont un rôle pour remettre en question l'approche du gouvernement par secteur. Et à notre échelle, je pense qu'on peut définir comment on fonctionne et cela marche dans certains domaines, mais il reste beaucoup à faire. Merci. Merci. D'autres réactions? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes collègues. Here's what is really important. I mean, it sometimes is often easily said than really applied. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et c'est souvent le problème. Et des deux côtés, les
le gouvernement, de la fois du côté du gouvernement et des bailleurs. Les bailleurs, parfois, ils arrivent, ils veulent des résultats tout de suite, rapides. Et dans le domaine du développement, ça s'est accepté par les gouvernements et ça donne des approches de plus en plus isolées. Alors que si on regarde sur le terrain, ce qu'il faut, c'est une intégration complète. Moi, je suis très heureux de ces discussions techniques parce qu'on a déjà commencé cette intégration et vous pouvez voir dans cette série, dans ces présentations et les présentations précédentes, et que nous arrivons à une approche commune qui permette de répondre aux besoins dans le domaine du développement avec les communautés pour avoir un impact. Il y a beaucoup d'énergie qui est dédiée à ces projets. Je suis d'accord avec Mariam. On vient de parler des personnes déplacées, de l'insécurité. Si vous regardez les causes sous-jacentes, c'est parce que ces communautés ont été oubliées et négligées pendant des années avec aucun projet de développement. Cela crée des troubles, du chaos. Et puis, d'un coup, on se dit, ah, il faut une aide humanitaire, qu'est-ce que l'on fait? Et donc, oui, il faut une intégration, il faut une coordination et donc, il faut voir ce que l'on peut faire sur le terrain pour soutenir la communauté. Je crois effectivement que nous allons pouvoir avoir, grâce à cet échange, à ces séminaires, une approche intégrée qui nous sera très utile. Toumbi? Oui, alors je crois que pour l'intégration, ce qui est vraiment essentiel, c'est de comprendre qu'elle est essentielle, à défaut de quoi l'approche conceptuelle est vraiment très compliquée à mettre en œuvre. Il faut montrer ce que sont les avantages à tirer d'une association pour que les uns et les autres acceptent de contribuer. Quand les bailleurs ou les États veulent ou réclament plus de sectorialité, en fait, ça nous pousse, nous, à réagir pour travailler plus ensemble. Bien, merci. Alors, je crois que nous avons encore un peu de temps pour une autre question. Pour Hélène, peut-être. Hormis les mécanismes de survie traditionnels, qu'est-ce qui a fait sa preuve dans les zones arides, par exemple, le savoir alimentaire, le SBCC, les pratiques culturelles, etc. Helen? Oh, excuse me. Yeah. Allez-y, Hélène. You're muted, Helen. You're muted, Helen. Yeah, Okay. go ahead. Hélène, Jen. votre micro est éteint. Allez-y. Oui, bah, j'ai dû appuyer dessus trop de fois. Donc, j'essaie de vous dire que il n'y a que peu d'éléments qui montrent l'efficacité de ces interventions qui visent l'alimentation. Trop souvent, les RCT ne montrent pas, par exemple, les résultats. Alors, cela peut s'expliquer par toute une série de facteurs. En partie, peut-être les outils que nous utilisons pour le mesurer, ou peut-être dû à la conception des interventions elles-mêmes. Alors, je dirais que dans ces contextes arides dans lesquels nous travaillons, nous voyons vraiment ces variations saisonnières extrêmes, ce qui veut donc dire qu'il y a des pics de malnutrition, c'est vrai, mais il y a également des moments de l'année où il y a très, très peu de sous-alimentation, de malnutrition, ce qui montre bien qu'on peut régler le problème, y compris dans les circonstances, dans les environnements dans lesquels on travaille. Et il faut essayer de rester effectivement au niveau minimal de malnutrition.
Très bien, merci. Alors, il nous reste 5 minutes. Je sais qu'il nous reste encore des questions. Nous allons bientôt devoir nous arrêter pour pouvoir finir à l'heure. Un certain nombre de questions sont directement liées à la façon dont ces moteurs, ces principes définissent notre réaction. C'est ce dont on parlera la semaine prochaine. Donc, nous y reviendrons à ce moment-là. J'espère que vous serez avec nous. N'hésitez pas à vérifier vos emails pour vérifier que vous aurez accès aux enregistrements. Et puis après, il y aura évidemment la table ronde à haut niveau, comme je l'avais dit. Christine? Oui, merci à tous pour ces échanges très intéressants. Dans la séance de questions-réponses, ce qui m'a marqué, c'est que dans la zone sahélo-saharienne où l'insécurité est marquée, la réponse humanitaire est essentielle pour précisément assurer la nutrition et l'alimentation dans toute la phase de cycle, dans tout le cycle de la catastrophe. Et puis, avoir une approche intersectorielle pour traiter la sous-alimentation est essentiel. Il faut dépasser nos silos et aller au-delà. Alors, aujourd'hui et tout au long de ce cycle de séminaires, nous en avons plus appris sur l'obligation que nous avons de ne pas nous concentrer sur les éléments superficiels et immédiats, mais plutôt sur les éléments sous-jacents. Ne pas oublier les institutions qui gèrent les systèmes de subsistance pour contribuer aux stratégies nécessaires pour que les populations des zones arides puissent prospérer. Changer d'attitude dans cette approche devrait nous permettre de mieux gérer ces zones arides. Comment y arriver? En se mettant d'accord sur le cadre général dans un processus de consultation auquel nous participons aujourd'hui, travailler et reconnaître que tout doit dépendre de la demande et de la participation des populations locales et que nous devons prendre en compte les modalités traditionnelles et leur effet sur la sous-alimentation. Nous devons également travailler pour rétablir l'équilibre d'influence et de pouvoir et surtout préserver des approches mixtes qui permettent la collaboration et un vrai partage de connaissances mutuelles. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Nous en arrivons à la fin de notre séminaire aujourd'hui. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour la prochaine table ronde de la série. Nous parlerons des principes directeurs dont nous avons déjà parlé et comment ils doivent guider notre réponse internationale. Merci et bonne fin de journée à tous.